C'est un truc que je dis souvent aux gens qui viennent me consulter. On fait un travail de co-construction. Co-construction, coopération, je pense qu'on est dans le même champ. Que c'est un travail d'équipe, que c'est important qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse dire quand on est d'accord, ça fait toujours plaisir. Et puis quand on peut se dire aussi qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais tu vois, ça peut faire peur à certains, ce terme-là, la co-construction, parce que ça questionne la manière d'être avec les autres. Et en fonction de son histoire de vie, et de la manière dont on a coopéré, co-construit avant, c'est très ambitieux. Mais parfois, j'en fais flipper. Hein. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire et chaque premier mardi du mois, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une personne inspirante qui diffuse l'esprit de coopération autour d'elle. Je suis vraiment heureuse d'avoir à mon micro ce mois-ci Ariane Nguyen, psychothérapeute qui a travaillé durant quelques années au sein d'un EHPAD en région parisienne. Je suis d'autant plus heureuse que l'actualité récente n'a malheureusement pas montré ce qui peut parfois se passer de bien dans ces établissements. Je connais Ariane depuis quelques années maintenant et la profondeur des échanges que l'on a pu avoir par le passé m'a vraiment donné envie de lui tendre le micro pour qu'elle nous raconte son expérience à elle auprès de nos vieux. Alliance thérapeutique entre soignants et soignés, inclusion, dépendance et autonomie, voilà quelques sujets qui ont animé notre échange et j'espère que vous le trouverez aussi passionnant à écouter que moi quand je l'ai enregistré. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Alors, bonjour Ariane. Bonjour Claire. Merci d'être mon invitée à ce micro. On va commencer, comme je commence régulièrement mes interviews, avec un petit icebreaker sonore qui te donnera l'occasion de faire une petite météo intérieure sonore. Voilà, l'idée c'est que tu écoutes les 3 sons et que tu me dises quelle émotion ça provoque chez toi ou quel souvenir ça fait appel, enfin quelque chose qui... Qu'est-ce que ça suscite quoi. Ouais, qu'est-ce que ça suscite. Namo tassa bhagavato arahato samma. Et le 3e son. Ok, écoute, moi le premier son, tout de suite, on peut pas le voir mais ça m'a fait sourire, Oui. forcément. Je pense que ça a éveillé la maman qui est en moi, et puis la personne qui est très sensible au tout petit, au bébé notamment. Le deuxième, écoute, ça m'a replongé dans des souvenirs à la fois familiaux, à la fois de voyage, où je me suis retrouvée à la pagode bouddhiste, parce que j'ai eu l'occasion de fréquenter un petit peu ces espaces-là. Et puis donc beaucoup de nostalgie, beaucoup d'éveil sensoriel à ce moment-là. Et le dernier, j'ai beaucoup d'images qui me sont revenues de voyage autour du monde, parce que j'ai un petit peu voyagé. J'ai eu cette opportunité-là et du coup, ça m'a branché à beaucoup de nostalgie et de bons souvenirs. Donc c'était très agréable. C'est un peu l'objectif. J'imagine. Comme je sais que tu as eu l'occasion de voyager, je me suis dit, voilà, un petit rappel de tes voyages pour te mettre dans une bonne disposition et des bons souvenirs. Je pense qu'on y est là. Ouais. Du coup, ça me donne l'occasion de te tendre une perche pour justement que tu te présentes en quelques mots. Qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, je suis Ariane Nguyen. Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Et j'ai eu l'occasion de travailler quelques années en tant que psychologue salariée dans un groupe d'EHPAD sur Paris. Et puis aujourd'hui, je suis psychologue et psychothérapeute en libéral et j'exerce à Nantes. Voilà, où j'accueille essentiellement des adultes et parfois quelques enfants.
Ok. Et donc je t'ai invitée parce qu'on va en parler un peu plus longuement, mais donc justement à propos de ton expérience en EHPAD qui m'intéressait sur le sujet de la coopération et du lien entre générations. Voilà. Ouais. Tu as eu l'occasion de faire un TEDx, je mettrai le lien dans la description de l'épisode et j'invite les auditeurs à aller le voir parce qu'il est formidable. Mais avant de parler de ce sujet, j'aimerais aussi rester un peu dans l'émotionnel et me dire que tu me dises quelle émotion ça provoque chez toi quand tu vois, toi, des humains coopérer, quand tu es témoin d'une relation de coopération. Qu'est-ce que ça provoque chez toi ? J'aurais envie de donner une réponse très spontanée et en même temps, je pense que ça reflèterait pas toute la complexité du truc. Je pense qu'on est souvent traversé par beaucoup d'émotions agréables. Spontanément la joie. Et le deuxième truc qui me vient, c'est la fierté, en fait. C'est vraiment voir à quel point est-ce qu'on est capable de réaliser des choses grandioses en se mettant ensemble, quoi. Et pour avoir été témoin, pour avoir coopéré, pour avoir initié la coopération aussi, je pense que c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté, je pense qu'on n'a pas assez de mots spontanés associés à la joie, à l'émotion joie qui nous vient. Certainement qu'il y en a plein, de la gratitude, beaucoup de satisfaction, sérénité. Je sais pas si ça ressemblerait à ce que je ressens, mais je pense que c'est les mots qui s'y rapprochent le plus. Oui, c'est effectivement... plusieurs de mes invités ont déjà partagé ça. Et de la tristesse aussi pour certains de dire mais pourquoi on n'y arrive pas plus souvent et pourquoi quelque chose un peu de l'ordre du deuil en disant des fois c'est pas si facile que ça et du coup ce serait bien que ça puisse être plus souvent. Mais alors tu vois, c'est marrant, la tristesse, c'est pas le premier sentiment moi qui m'est venu. Par contre, j'en connais un autre qui est moins agréable, c'est la colère. Moi, je sais que ce qui me pousse souvent à initier des projets un peu innovants, c'est souvent que je suis traversée par un sentiment d'incompréhension et qui génère de la colère en moi. Ouais, pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi est-ce que ceux qui sont là avant nous, ceux qui nous dirigent, n'ont pas initié des façons de faire qu'on sait aujourd'hui, plus productive. Et c'est vrai que je me suis souvent dit qu'à des hauts niveaux de responsabilité comme ça, enfin à des hauts niveaux de pouvoir, quand on dirige des équipes, des institutions, des établissements, des pays aussi, à quel point est-ce qu'on est amené à négliger des savoirs que la science nous offre. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'études qui nous montrent que coopérer, la bienveillance, tout ce qui s'y apparente, donne des choses beaucoup plus productives. Bon, ça engendre d'autres choses, mais effectivement, moi, c'est aussi la colère là qui me vient. Et puis, J'imagine que tu n'as pas tellement ressenti dans l'expérience que tu as eue en EHPAD. Je vais te laisser te présenter en fait l'initiative que tu as mis en place avec une de tes collègues, parce que je pense que tu en parleras sans doute beaucoup mieux que moi. Alors, en fait, du coup, avec Lisa, ma collègue psychomotricienne de l'époque, avec qui on a beaucoup travaillé, on avait été amenés à faire chacune de notre côté différents ateliers thérapeutiques où, effectivement, l'idée c'était de recevoir des personnes résidentes de l'EHPAD dans lequel nous travaillions, qui présentaient différents symptômes, que ce soit la dépression, l'anxiété, la douleur, tout un tas de symptômes désagréables et qui freinent à l'installation en EHPAD. Et c'était de leur proposer un atelier dans lequel on proposait différents médiateurs, que ce soit l'écriture, la motricité, différents thèmes d'élaboration pour les amener à être plus confortables dans leur vie. Et puis on s'est rendu compte que elle avait fait un atelier mémoire, moi j'avais fait un atelier d'écriture. Et puis on s'est dit c'est chouette ce qu'on fait, mais quand même on se rend compte qu'on a vachement de poids sur les épaules en tant que professionnel
du soin psychique. On attendait beaucoup de nous qu'on apaise les gens en 1 heure d'atelier par semaine. Ça nous paraissait un petit peu fastidieux, et puis on avait un peu les épaules larges, dès qu'il y avait ce qu'on appelle un trouble du comportement, dès qu'il y avait un trouble dépressif, c'était tantôt moi, tantôt Lisa qui devions venir, au point où des fois on était appelés pour des gens qui pleurent. Et bon, souvent on répondait que en fait c'est normal si les gens pleurent. Ils arrivent en fin de vie, on les installe dans un établissement qui n'est pas chez eux, qu'ils n'avaient peut-être pas anticipé. Donc puis en fait petit à petit on s'est dit mais Lisa très riche d'expériences en stage qu'elle avait faites, moi riche de mes capacités à faire vivre l'écriture. On s'est dit viens on fait un magazine, mais un magazine dans lequel en fait tout le monde sera missionné de quelque chose. Et du coup, donc le thème central, c'était la transmission de savoir, pouvoir à la fois interviewer les gens, les laisser libres d'écrire ce qu'ils souhaitent transmettre en fait à ceux qui liront après. Et voilà, l'idée c'était vraiment de construire cet atelier qui a été, je pense qu'il y a dû avoir une dizaine de résidents qui ont traversé cet atelier au cours du temps, sur l'espace de 5 ans, parce que l'atelier a dû vivre pendant 5 années. Et puis en fait, au fur et à mesure, en fait, je pense que rien n'était planifié à ce moment-là. C'était des gens ont fait un atelier où on se regroupe nous, et puis en fait petit à petit, on s'est rendu compte que les familles étaient très intéressées de ce qu'on faisait. Donc on s'est retrouvés à inviter certaines familles pendant l'atelier. On s'est retrouvés à leur confier des missions là où leurs parents, donc installés en EHPAD, ne pouvaient plus réaliser. Donc on a des familles qui ont pris des photos pour faire des illustrations du magazine, qui ont écrit des articles aussi, qui sont venus pendant les ateliers, qui nous ont retrouvé des objets oubliés qui nous permettaient d'étayer tous nos propos. Et en fait, on s'est vite rendu compte que toutes les semaines, à la même heure, le fait que nous deux, on s'y accrochait très fort, on a su accrocher nos fidèles participants, et que ensuite, la direction, les collègues, les salariés, les aides-soignants ont vite identifié ce moment comme le point de repère. C'est le magazine, c'est l'atelier. Et puis après, on a eu, je pense, tout un tas de déterminants qui ont mené les projecteurs sur nous, avec une direction qui a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose, donc à impulser, à mettre en lumière chaque moment de parution à travers un petit cocktail, et c'était fantastique, quoi. Et puis ça, je sais pas si j'ai été un petit peu... Non, mais j'ai tendance à m'emballer un peu sur ce projet-là. C'est intéressant parce que effectivement, c'est comment on arrive à... Je rejoins souvent dans la coopération la question de la motivation intrinsèque. Et en fait, vous avez réussi à générer autour d'un projet qui semblait être juste un projet, d'une proposition aux participants, à quelque chose où ils s'en sont emparés. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment-là que les familles s'en sont emparées, le personnel s'en est emparé. Et du coup, c'est là qu'est née la coopération, c'est-à-dire que ça a réveillé chez tout le monde, en fait, une envie, une motivation intrinsèque importante qui a fait le succès de l'initiative, en fait. C'est tout à fait ça. Et en fait, une motivation qui permettait d'aller au-delà de ce qu'on voyait des gens. C'est-à-dire que les personnes qui en arrivent à s'installer en EHPAD ont des capacités limitées qui les empêchent de réaliser des actes de la vie quotidienne. C'est se faire à manger, se préparer à manger, se rendre d'un point A à un point B, tout ça est entravé par le corps, par l'humeur, par tout un tas de choses. Et là, en fait, en appuyant sur ce petit interrupteur intérieur de « Ok, tu peux encore raconter des choses, tu peux nous dire... » En plus, c'est intéressant, en fait. Et là, on se retrouve à prendre son déambulateur et à parcourir tout l'établissement pour se rendre à la réunion, qui dure 3/4 d'heure, 1 heure. On est capable de d'écrire, alors que jusqu'à présent, on peinait à signer ses chèques. Et quand c'est rendu compliqué d'écrire, on fait écrire en fait son petit-fils, sa fille, à ma place. Donc, en fait, on s'est rendu compte que des obstacles qui étaient vraiment vu comme une montagne à gravir, en fait il y avait des chemins alternatifs, et qu'il les trouvait tout seul, en fait. On suggérait parfois et il faisait tout le temps, donc c'est en ça que la motivation intrinsèque a été éveillée de manière un peu naïve. Allez, faisons un truc, et puis ça a pris, et en fait on a eu que
attiser le feu, en fait. Nous, on mettait des petites branches de bois à droite à gauche, bon, avec plus ou moins de travail, parfois même un peu chez nous, mais c'est vrai que ça a permis d'éveiller le feu. Là, on croyait qu'il était éteint. Et c'est la force du lien aussi, c'est-à-dire que dans la coopération, il y a une question de lien avec la personne. À partir du moment où on s'intéresse à son vécu, à son ressenti, à ce qu'elle est profondément, en fait, il y a une espèce d'ouverture et du coup, la personne devient également ouverte à ce qui lui arrive et ce qui lui est proposé. Mais je pense que là, tu touches vraiment le fond du problème et de la solution. C'est-à-dire que les êtres humains sont tous motivés par des besoins fondamentaux, on le sait, il y a des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, et puis des besoins de reconnaissance, d'être vu, d'être entendu, d'être considéré, de se sentir utile. Et je pense qu'on a une vraie problématique du lien aujourd'hui dans nos sociétés. Je pense que, on y reviendra peut-être un peu plus profondément plus tard, mais c'est ça en fait, c'est des individus qui sont sans cesse stigmatisés par leur vieillesse, par le côté obsolescent de la vieillesse, que voilà, dès lors où on n'est plus dans le faire, plus dans la productivité, la rentabilité, on ne servirait plus à rien. Alors que le fond du propos, il est bien là en fait. C'est de pouvoir trouver en fait, ce qui est intéressant, ce qui est chouette, et dès lors où un individu, et moi je l'ai vu mais sans cesse en 6 ans d'exercice en EHPAD, que dès lors où l'individu aussi désorienté, aussi tourmenté, dès qu'on l'interroge sur ce qu'il sait de lui à cet instant T, on le réanime. On le réanime. C'est vraiment une image très forte, moi je trouve. Et au final, il suffit de très peu de choses. Enfin, vraiment, tu vois, je te donne un exemple tout bête. Dans le dernier numéro qu'on fait, on fait un article commun sur les vacances, les souvenirs des vacances. Et puis voilà qu'on se met à parler de notre usage de l'avion. Et en fait, on s'est tous rendu compte que voilà, le plus âgé d'entre nous a pris l'avion pour la première fois, il avait 50 ans. Le plus jeune d'entre nous, il avait pris l'avion à 14 ans, et chacun a pu partager quelque chose où l'expérience des uns et des autres pouvait être entendue et vue. Et là, ça a donné lieu à un exercice très riche. Et des fois, c'était tellement riche qu'il fallait couper, parce que sinon, on pouvait partir pendant des heures, mais aussi bien les âgés comme les plus jeunes. Parce que nous, on s'est toujours considérés avec Lisa au même niveau. C'est-à-dire qu'on participait avec eux, on parlait de nos vies, on parlait de nos expériences. Et en fait, on a fait corps. Il y avait moi et Lisa en tant que coordinatrice, pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais sinon, c'était chacun amener son truc. Et même les plus réservés, ceux qui avaient le moins confiance en leur capacité, de fait d'une mémoire peut-être un petit peu lacunaire à certains moments, il suffisait simplement voilà, d'activer quelque chose qui pouvait partager à ce moment-là, et bon, voilà, c'était assez fantastique de voir à quel point est-ce qu'on pouvait faire du lien. Ouais, comme ça. Et du coup, c'est impeccable, parce que je voulais faire la transition avec, justement, tu parles d'une position d'égal à égal, c'est-à-dire, voilà, vous partagiez autant, vos expériences que les personnes âgées. Et justement, moi, dans la coopération, on parle d'horizontalité plutôt que de verticalité. Et il y a une question que j'avais envie de te poser sur... justement, comment on fait quand on est en face d'une personne dépendante, donc que ce soit, d'ailleurs, je rejoins une personne âgée, mais un enfant, ou dans une sorte de dépendance entre un manager et un collaborateur, il y a une certaine dépendance. Et comment voilà, j'aimerais bien avoir ton regard sur quelle posture adopter, et notamment chez les personnes âgées et les enfants où il y a une vraie dépendance matérielle, là, pour le coup. Quelle posture adopter pour pouvoir être plus dans l'horizontalité, dans ce lien, plutôt que dans l'autorité. Oui. Alors tu vois, je pense qu'on peut introduire une nouvelle notion, tu vois, faire la différence entre la dépendance, son versant haute, ce serait l'indépendance, et l'autonomie, qui sont assez différentes.
l'indépendance, c'est cette capacité à pouvoir, n'avoir besoin de personne pour les actes de la vie quotidienne. T'as ton compte en banque, tu peux payer ton loyer, tu peux aller faire des courses, etc., etc. Et la notion d'autonomie, c'est celle qui fait référence à ta capacité à penser les choses par toi-même, à faire des choix par toi-même. Et en ça, tu vois, je trouve que c'est intéressant de nuancer ces deux approches, parce que là où les personnes âgées, par exemple, ont été rendues dépendantes, parce qu'entravées par leur corps, entravées par leur capacité physique et peut-être cognitive de pouvoir assumer les actes de la vie quotidienne, ils en sont pas moins autonomes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont encore des capacités à penser par eux-mêmes, à savoir, être très libres, hein, même ceux qui en sont le plus désorientés, hein, ceux qui présentent ce qu'on appelle des troubles du comportement, ont très bien ressenti dans leur corps qu'ils n'ont pas envie d'être là, ils n'ont pas envie qu'on leur impose ceci, qu'on impose cela, et du coup, ils le font savoir, en s'agitant, en criant, en n'étant pas d'accord. Et c'est en ça que ça ressemble un petit peu à la petite enfance. Hein. Vraiment, moi, j'avais l'impression des fois d'être dans une garderie, hein, en EHPAD. Il y a des liens incroyables qui sont possibles. Et peut-être à la différence, le tout petit, lui, est dans une construction de son autonomie. Et je pense que l'adulte devrait se positionner. Après, c'est plus ou moins facile comme facilitateur pour pouvoir acquérir son autonomie, en intégrant les règles du savoir-vivre ensemble, etc. Et si on fait une espèce de pont entre les deux, tu vois, le manager avec son collaborateur, son salarié, à quel point il veut favoriser l'autonomie ou pas ? Parce que on peut rendre un salarié, un collaborateur autonome, à quel point le manager peut être OK avec ça. Et ça, c'est... Tu vois, c'est un versant un petit peu qu'on voit tous dans les entreprises. Hein. Moi aussi, j'ai été salariée. À quel point est-ce qu'on a intérêt à favoriser l'autonomie ? C'est-à-dire, un salarié qui va penser par lui-même et qui va mettre au service son indépendance pour réaliser les choses. Et à quel point est-ce que ça peut venir aussi contrarier certains dirigeants ? Est-ce qu'on voit ça comme on vient questionner vraiment les valeurs managériales. Est-ce que ce collaborateur que je vais encourager à faire par lui-même, je lui dis ok, je valide, je t'encourage dans ce que tu veux faire. Bon, est-ce que c'est pas un collaborateur qui va grandir au point de vouloir partir aussi et faire d'autres choses dans sa vie. Est-ce que le manager est OK avec ça ? Et ça pose, je pense, des questions très personnelles sur sa manière de laisser faire, de lâcher prise, hein, comme tu disais au début, on lâche un petit peu. Et puis, cette capacité à faire confiance, à tomber sur ses pattes une fois que un collaborateur qui nous a satisfait part pour d'autres aventures. Bon, on peut se retrouver seul, gérer la solitude aussi par rapport aux différentes missions qu'on doit accomplir. C'est aussi une question à laquelle il faut pouvoir répondre. Donc, tu vois, je pense pour favoriser en fait le fait de faire seul, de manière autonome, il faut se questionner sur où on se situe par rapport à l'autonomie de nos collaborateurs. Ouais, sur la posture, justement, sur notre posture. Ouais. Et ça, je pense que ça peut pas se faire sans aussi un questionnement sur qu'est-ce qui se joue en moi et sur un regard personnel et intérieur. Tout à fait. Dans la relation. On peut pas s'empêcher de penser... on est une interdépendance, c'est-à-dire que les comportements des uns viennent taper sur des choses chez nous et inversement. Et je pense qu'on peut pas... c'est aussi ça le lien. C'est comment la relation se construit. Dans les deux parties. Sens, dans les deux parties. Et tu vois, ce qu'on voit beaucoup en EHPAD, c'est... on voit ce que les jeunes peuvent apporter aux vieux tout le temps. Mais on questionne très peu l'inverse, en fait. Qu'est-ce que les vieux peuvent nous apporter et comme je disais tout à l'heure, ils sont souvent vus que sous le couvert de l'obsolescence. Je ne sers plus à rien, mais en fait, on se rend compte qu'ils sont porteurs d'histoire, quoi. Et l'histoire nous enseigne tout ce qui a été fait avant nous, ce qui pourrait être à faire ou à ne pas faire. Donc, c'est tout à fait ça. Je crois que c'est la conclusion de ton TEDx, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. J'ai pas grand-chose de plus à dire, en fait. Mais non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement... on est dans une société du faire en fait et l'être
avec tout ce que ça comporte, hein, d'histoire, d'apprentissage, etc., est complètement, encore plus dans les EHPAD, complètement oublié, quoi. C'est tout à fait ça. On est dans une société, à mon sens, qui est très très dissociée. Esprit et corps sont deux entités à part, alors que la réalité humaine fait bien qu'on est né avec un esprit, un corps ensemble. Puis maintenant, voilà, on sait ce qui dissocie. On sait ce qui dissocie, c'est le psychotraumatisme. C'est tout ce qui n'a pas été soigné, intégré, et qui font qu'on continue à fonctionner, mais à quel coût ? À quel coût ? Ouais, du coup j'ai envie d'enchaîner. Je n'avais pas prévu de l'enchaîner comme ça, mais ça va Allez, venir sur la violence justement. Ouais. J'avais envie de te parler parce que je sais que tu y es sensible à tout ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, mais qui finalement, j'ai envie de le dire que ça existe aussi en EHPAD. Enfin, on a vu les récentes actualités. Et du coup, voilà, j'ai bien envie qu'on aille sur ce sujet-là, parce que tu parlais des traumatismes. Et qu'est-ce que, voilà, comment l'exemple de votre expérience avec ce magazine montre que voilà, vous avez pris soin justement de qui étaient les résidents et ce qu'ils avaient apporté. Et voilà, et c'est voilà, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que je suis sûre que tu as des choses c'est large, hein, comme sujet. C'est marrant parce que tout à l'heure on parlait du lien, mais tu vas voir à quel point tout est interconnecté. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas en EHPAD affaibli, dépendant par hasard. Alors oui, parfois il y a des accidents de la vie qui s'imposent à nous et effectivement on n'a pas d'autre choix que d'être installé dans des institutions d'accueil comme ça. Mais je te disais tout à l'heure, parfois j'ai l'impression d'être dans une garderie. Je me souviens d'une fois, une porte était fermée, puis j'entendais à travers la porte une fille, donc voilà, qui devait avoir une sexagénaire, une 60aine d'années, qui s'adressait à sa mère, 85 ans, quelque chose comme ça, qui perdait la tête, voilà, en fauteuil roulant, et à travers la porte, j'entendais une fille qui disait « Arrête de faire la comédie, tu le fais exprès ». Et il y avait des échos vraiment à ce que j'ai pu entendre en traversant différents endroits de ma vie, voilà, un discours qu'on pouvait avoir auprès de tout petits, d'enfants. Et on parle du terme infantilisé, hein, qui est un terme sur lequel on pourrait parler pendant des heures, qui vient bien témoigner de la manière dont on considère nos enfants. Je trouve que c'est très dévalorisant et c'est un terme que j'aime pas, je n'apprécie pas trop. Mais de voir à quel point, en fait, il y a une question du lien qui s'est rompue. Et je pense que on vit la vieillesse. Les EHPAD, c'est la résultante de nos modes d'éducation qu'on a eu depuis des décennies, des années, où on utilise la violence pour s'adresser. Alors il y aura toujours des exceptions, hein, à la règle, mais il y a des tendances qui se dessinent et qui montrent à quel point est-ce que on s'adresse à l'autre sans le considérer comme une personne, sans considérer qu'il est poussé par différents besoins. Je dis pas que les besoins sont légitimes ou pas, hein. Je veux dire, voilà, une personne âgée qui a absolument envie de sortir pour rentrer chez lui à 18h, alors que ça fait des années que l'appartement, la maison est vendue, etc. Voilà, la question, c'est pas de savoir si c'est possible ou pas, c'est de savoir quel besoin il y a derrière. Visiblement, on a quelqu'un qui a besoin d'être contenu, rassuré, coucouné, materné peut-être. Et de la même manière qu'on peut voir chez des tout petits, voilà, des besoins qui peuvent paraître, qui sont en tout cas exprimés de manière parfois aberrante pour les adultes. Hein. Je veux absolument le verre bleu. Mais oui, ma chérie, mais le verre bleu, il est à laver. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et voir cette enfance être traversée par des vagues, voilà, de colère comme on connaît tous quand on est parent, et de voir que derrière c'est pas tant le verre le problème, c'est le besoin derrière d'être entendu. Donc il y a voilà toujours des moyens de pouvoir trouver d'autres réponses qui peuvent calmer. Mais moi j'ai sans cesse vu des parallèles très forts, et d'ailleurs en me penchant sur l'approche Montessori pour les personnes âgées dépendantes, j'ai été sensibilisée à l'approche Montessori pour les enfants, et en étant maman en même moment, je ne faisais que des parallèles, des proches. Et ce que j'apprenais auprès des personnes âgées, je l'appliquais sur mes filles,
Et je me rendais bien compte que le truc fonctionnait, en fait, et que on en était rendu à la même considération, en fait, de la manière dont on considère les personnes vulnérables. Parce que tout à l'heure, tu parlais de dépendance les uns des autres. Je pense que c'est la vulnérabilité qui fait qu'on est plus ou moins en dépendance à l'autre. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est très intéressant. Et la vulnérabilité, ça me fait penser que dans notre société, la vulnérabilité est très mal... Enfin, on a du mal avec la vulnérabilité, c'est-à-dire on a du mal à la regarder en face. Ouais. Et ce qui explique peut-être, sans que ça... Parce qu'on peut être violent sans le vouloir, c'est-à-dire qu'on est limité aussi par nos propres schémas éducatifs, etc. Et j'ai parfois l'impression dans la violence qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, qu'il y a de la peur derrière, la peur de la vulnérabilité, la peur d'être confronté à ça. Qu'est-ce que toi, tu t'en as analysé ? Je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur... ça pose la question de son positionnement. Et je pense que ça pose aussi la question de où est-ce qu'on en est par rapport à notre propre vulnérabilité. Et réussir à se positionner, c'est être clair avec son histoire, en fait. J'aurais presque envie d'envoyer tout le monde en thérapie, mais bon, je suis pas là pour ça. Mais on peut être porteur d'une violence parce qu'on a vécu la violence. Et on n'a pas besoin d'une bombe forcément qui explose dans le ciel, on n'a pas besoin d'une maison qui s'effondre, on n'a pas forcément besoin d'une agression pour connaître une violence. Il y a des violences subtiles, hein. C'est pas pour rien qu'on parle des violences ordinaires, éducatives ordinaires, c'est que c'est diffus. C'est là tout le temps, c'est dans les propos de nos parents, dans ce que véhicule la société, qui nous façonne, qui nous structure et qui nous positionne sur notre rapport à la vulnérabilité. Alors voilà, ça va dépendre du milieu dans lequel on a évolué. Est-ce que la vulnérabilité était reconnue comme quelque chose de l'ordre du normal, mais peut-être même on n'y mettait pas le mot vulnérabilité. Peut-être sensibilité, c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être en colère. Voilà, maintenant, qu'est-ce que t'en fais ? Comment tu la sublimes ? Est-ce que tu vas faire de la musique ? Est-ce que tu vas taper des balles au tennis ? Enfin, ce genre de choses. Ou alors tu peux avoir vécu dans un milieu où en fait c'était tellement normal de mal parler aux enfants, c'était tellement normal de parfois même de les humilier, mais sans vouloir mal faire. C'est-à-dire que on a vraiment une grille de lecture qui se structure petit à petit, et en fait les prises de conscience elles se font que je pense que quand quelqu'un, quelque chose, un événement, une personne nous éveille et vient nous sortir un peu de notre trajectoire. En fait, je pense que il s'agit vraiment de ça, je pense. Vous appréciez cet épisode ? Alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'une ou quelqu'un de votre entourage. Vous m'aiderez ainsi à diffuser plus largement encore l'esprit de coopération, et pour cela, un grand merci. Pour en revenir à la coopération, je pense que pour qu'une relation de coopération puisse avoir lieu, et en tout cas dans les conditions optimum, effectivement, je pense qu'on peut pas se passer du travail, comme je le disais tout à l'heure, du travail intérieur et d'être au clair, et puis d'être au clair et d'être ok. D'ailleurs, si ça fonctionne pas, on dit ok, ça n'a pas fonctionné, mais la responsabilité est peut-être partagée. J'ai peut-être pas, être capable aussi de regarder en soi, quoi. Mais ça rejoint tout à fait ce que tu disais tout à l'heure au sujet de la peur, et j'ai pas trop commenté, mais en fait, je pense que les personnes, les individus pour qui c'est le plus difficile de regarder à l'intérieur, c'est effectivement, il y a de la peur, une peur. Tu vois, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec des gens qui avaient en moyenne 85 ans. Moi, j'arrive en tant que psy, jeune femme. La plupart du temps, j'étais reçue avec bienveillance, mais on travaille pas de la même manière avec quelqu'un qui a 85 ans qu'avec quelqu'un qui est à la veille de sa vie, 30, 40 ans, 50 ans, enfin moi 60 ans, on est à l'aube de sa vie, tu vois. Mais il y en a pour qui, j'en ai rencontré très peu, qui étaient dans une
un positionnement d'introspection. Ok, voilà tout ce que j'ai fait dans ma vie, voilà où j'en suis dans le rapport avec mes enfants, etc. Très très peu, je peux les compter sur les doigts d'une main, et j'ai vu des centaines et des centaines de personnes. Mais à ce moment-là, il est question en fait de venir... qu'est-ce qu'elle dit, la peur derrière tout ça? Elle vient de dire, mais en fait, ça fait 85 ans que je fonctionne comme ça. Et là, on vient me dire que peut-être... mon positionnement m'a entraîné à vivre la vie que je vis aujourd'hui, à être dépendant, à être isolé parce que plus personne ne veut me parler, mes enfants, j'ai plus de rapport avec eux. Bon, c'est terrifiant en fait, c'est terrifiant, et je pense que toutes les personnes qui rechignent à travailler sur elles-mêmes, c'est des personnes qui sont terrifiées de ce qu'elles peuvent découvrir. Et effectivement, ça secoue, ça peut se secouer, il faut être bien accroché quoi, quand on fait un travail d'introspection. Je pense, je te vois confirmer. Oui, je suis passée par là, donc voilà. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'ai tout de suite là le mot ombre qui vient au-dessus, là, qui plane. C'est ça, quand on va aller chercher sa zone d'ombre, c'est pas toujours facile et joyeux, mais c'est nécessaire. Enfin, à mon avis, c'est nécessaire, mais ce n'est que mon avis. Mais après, tu vois, je pense que beaucoup de gens ont peur de cette zone d'ombre que tu décris. Je sais pas, j'ai une métaphore qui me vient, que j'utilise souvent, je sais pas si c'est la meilleure, mais tu vois, la zone d'ombre, c'est le générique de fin d'un film, tu vois. Et en fait, il y a pas mal de films aujourd'hui qui ont compris qu'il fallait cacher une petite scène à la fin. Et la zone d'ombre, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce générique. Ok, c'est fin, bon, je me lève, je me barre de la salle de ciné. Il y en a quelques-uns qui restent. Et après, on découvre autre chose. On découvre qu'après le générique de fin, il y a une histoire possible. Et ça va donner lieu à un deuxième chapitre, un deuxième film, un deuxième... Et c'est en ça, je pense que les gens manquent de confiance, tu vois, en eux. Ils ont peut-être pas de modèle aussi, parce que c'est plus facile d'aller consulter quand on a été peut-être entouré par d'autres gens qu'on consultait que d'y aller spontanément, comme si on allait acheter une baguette de pain. Allons-y. Il y a quelque chose qui me vient là, et là c'est à la thérapeute que je m'adresse, la relation patient-thérapeute, est-ce que tu peux considérer ça comme une coopération ou pas? Complètement. En tout cas, moi c'est mon regard à moi, peut-être que... Bon, en même temps, j'ai du mal à me dire que quelqu'un d'autre pourrait penser autrement, et peut-être on n'entendrait peut-être pas sous ce terme, mais c'est un truc que je dis souvent aux gens qui viennent me consulter. On fait un travail de co-construction. Co-construction, coopération, je pense qu'on est dans le même champ. Que c'est un travail d'équipe, que c'est important qu'on puisse se dire les choses, qu'on peut se dire quand on est d'accord, ça fait toujours plaisir, et puis quand on peut se dire aussi qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais tu vois, ça peut faire peur à certains, ce terme-là, la co-construction, parce que ça questionne la manière d'être avec les autres. Et en fonction de son histoire de vie, et de la manière dont on a coopéré, co-construit avant, c'est très ambitieux. Parfois j'en fais flipper, mais je pense que c'est une étape nécessaire, et si on ne sait pas faire au début, parce que toutes les expériences qu'on a eues autour de la coopération, de la co-construction, de la manière d'être avec les autres, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, dans la famille, dans les amis, on peut apprendre à faire. Et c'est une expérience qui, à mon sens, on peut vivre en psychothérapie, parce que bon, c'est mon domaine, mais pour moi, la thérapie, c'est vraiment, comme Irvin Yalom disait, c'est vraiment une répétition générale de l'existence. C'est-à-dire que ce qu'on vit en thérapie avec son thérapeute, c'est un peu à l'image de ce qu'on vit avec tous les gens qui nous entourent. C'est pas strictement identique, mais il y a des mécanismes qui sont très communs. Des choses qui se rejouent. Des choses qui se rejouent, tout à fait. Et comprendre, apprendre, ressentir ce qui se rejoue, ça permet de, parfois, sortir de la trajectoire et de faire autrement. Moi, je repense aussi à ça, c'est que parfois dans la coopération professionnelle ou personnelle, il y a des choses aussi qui se rejouent de notre histoire, c'est-à-dire que des schémas qui se répètent. D'où l'importance, je le redis, mais d'être bien au clair et de se dire, oh là là, effectivement, là je suis en train de rejouer un truc, et ça permet... Et ça permet effectivement ou de rectifier, ou de dire,
la coopération avec cette personne-là, ça pourra pas être possible pour l'instant. Ouais. Et puis même, ça peut aussi venir, tu vois, quand tu prends conscience du truc que tu rejoues, un truc qui n'appartient pas en fait à la situation avec ton collègue XY, ton chef, c'est pouvoir prendre la situation telle qu'elle est et non pas de la rattacher à des carences précoces et pouvoir traiter la situation à l'instant T. Et en te détachant des affects, des émotions qui n'ont pas lieu en fait. Quand ton patron t'a contrarié, non, c'est pas ton père qui t'a, c'est ton patron qui te fait éprouver des choses qui sont pas forcément agréables, mais qui peuvent être peut-être détachées des expériences passées. D'où l'importance de prendre du recul. Ouais. J'ai vécu une expérience, j'avais envie d'en discuter avec toi. Donc j'anime des enfants de 6-8 ans dans le mouvement Scout et Guide de France. On était tous ces enfants-là de l'Essonne là récemment rassemblés pour une journée tous ensemble, c'était très chouette. Et on clôture la journée sur la thématique qu'est-ce qu'il faudrait semer dans ce monde pour que la planète soit plus belle, que les hommes veuillent bien vivre ensemble, arrivent à bien vivre ensemble, etc. Et les enfants, très naturellement, les premières réponses assez spontanément étaient très positives. C'est de l'amour, c'est des graines d'amitié, c'est des graines d'écoute. Et très très vite, et ça a été 98% des réponses ensuite, ça s'est transformé en il faut pas taper, ne pas crier, ne pas. Et je me suis dit, mais comment des enfants, alors qu'on est dans la consigne, entre guillemets, dans quelque chose de très positif, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pourquoi ils se mettent à faire du ne pas et être dans l'interdiction plutôt que dans l'autorisation à faire ? Je pense qu'on n'a pas construit un monde très kid-friendly. Donc, tu vois, tu va trouver un resto où tu peux emmener tes enfants de 2 ans... de 6 ans qui ont besoin de bouger sans tout taper. Au mieux, t'as d'autres personnes autour de toi bienveillantes, mais souvent t'as qu'une seule envie, c'est de partir. Regarde nos maisons, les escaliers hyper dangereux, ou effectivement monter un escalier quand t'as 2-3 ans, les parents sont très anxieux, parce qu'il y a de quoi être anxieux, on peut se casser la figure, on peut mourir dans le pire des cas. Et je pense que dans les milieux, dans les sociétés où on a construit, on a bâti des endroits qui sont pas adaptés à tout le monde, forcément un enfant qui n'a pas les capacités de monter un escalier, de traverser une route, etc., il va entendre quoi ? Non, fais pas ça, tu peux te tuer. Et en fait, le parent aura raison. Mais on le voit aussi pour les personnes en situation de handicap, traverser un trottoir, non, je peux pas aller par là, non, je peux pas prendre le métro comme j'aurais envie de. Pourquoi ? Parce que le monde n'est pas façonné pour moi. Et je pense, alors j'ai pas la réponse à tout, sinon mais je pense que un des indicateurs qu'on pourrait penser, une direction qu'on pourrait regarder, c'est comment est-ce qu'on peut façonner un monde où tout le monde peut évoluer sans se prendre une porte, sans trébucher, sans ce genre de choses. Et on voit bien que certaines initiatives de construire des lieux d'accueil, enfants-parents, même des restos, là, moi je vois sur Nantes, il y a pas mal de petits cafés qui se construisent où les familles sont les bienvenues. Je suis pas sûre qu'on entende si souvent que ça. Non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Et je pense que il y a peut-être un début de réponse à aller chercher. Ouais. Il y a le mot inclusion qui me vient tout de suite là. Je pense qu'on est tout à fait là-dedans. Ouais, c'est dans comment on autorise et on inclut tous les possibles. Et peu importe l'état d'être de la personne. Et on pourrait tout à fait se rendre compte que inclure ceux qui ont des capacités, alors là je suis très tournée vers les capacités physiques, mais notre manière d'inclure les capacités physiques certainement pourrait aussi nous apporter à nous autres, ceux qui sont très indépendants physiquement, cognitivement, etc., un peu de mieux-être, tu vois. T'as été enceinte, j'ai été enceinte, on se voit bien que quand il y a des petites choses adaptées pour des personnes qui ont du mal à marcher ou des trucs comme ça, on est contente de trouver des rampes, des sièges pour s'asseoir, parce qu'on a pensé qu'il y avait des personnes âgées qui pouvaient venir. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça où en fait on se rend plus compte à quel point on s'est adapté
Et on pourrait simplement, avec des petites choses pour les personnes les plus les plus vulnérables, j'ai envie de dire. Enfin, j'identifie beaucoup les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants. Je pense qu'on pourrait vraiment en bénéficier en fait, tous. de tout le monde. Donc, oui, parce qu'on est tous amenés, mine de rien, dans nos vies, à être à un moment handicapés de quelque chose. Enfin, il suffit d'une maladie, d'un accident tout bête, une jambe dans le plâtre, etc. Et c'est pas le handicap n'est pas forcément un état définitif, et il peut être passager aussi, quoi. Et puis il peut survenir de manière aussi, comme tu dis, assez surprenante. On peut se casser la jambe, etc. Et puis en fait, on peut aussi avoir joui d'une vie où on a été au centre, c'est-à-dire on a été celui qui est valorisé, celui qui a de l'argent, celui qui a de bonnes capacités physiques, et puis on peut avoir un accident, devenir tétraplégique, on peut vieillir aussi. J'ai eu l'occasion de recevoir certains patients qui, en fait, déclinaient. Je perds en fait de mon pouvoir dans cette société, et en fait maintenant je fais partie de la catégorie vulnérable. Je fais comment maintenant? Et c'est une souffrance atroce. Et je pense que la question se poserait plus si on incluait tout le monde. Alors ça fait un peu monde des bisounours, mais ouais, en fait, je pense que il s'agit vraiment de la manière qu'on a d'inclure les personnes qui sont différentes et différentes de la masse. Et du coup, je reboucle avec ce que tu disais au début sur les personnes âgées, c'est-à-dire que la différence et l'inclusion créent de la richesse, puisque les personnes âgées, tu le témoignais au début de l'interview, ont des choses à transmettre, et il y a des choses. Donc c'est pas parce qu'on est diminué par X ou Y raison qu'on n'a pas une richesse à apporter à la société. Tout à fait. J'avais aussi envie de parler de consentement, parce que c'est une notion qu'on entend beaucoup dans tout ce qui est les questions féministes et le rapport homme-femme. Mais pour moi, c'est aussi une donnée clé de la coopération, c'est-à-dire que et dans le lien, on peut pas faire lien si la personne en face est pas ok et pas d'accord. Et je pense qu'en tant que thérapeute aussi, tu peux pas soigner quelqu'un qui est pas d'accord et qui veut pas. Impossible. Donc dans cette question de consentement, il y a aussi il y a la question du lien. C'est comment on fait lien et comment. Mais tu vois, je pense à certains patients avec qui le travail thérapeutique, 2-3 rencontres, et puis ça s'est pas amorcé parce que ça prend pas, parce que il y a peut-être que aller consulter leur a été imposé par un proche. Bon, peut-être que ils ont peut-être attendu beaucoup trop. Des personnes qui pensaient que en 2-3 tours de baguette magique, les choses pourraient s'améliorer pour elles. Et effectivement, la question du consentement, elle est centrale, puis elle est à la base de la motivation intrinsèque. Après, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans la répétition. C'est-à-dire que certainement que moi, en tant que thérapeute, qui n'ai pas revu certaines personnes, j'ai peut-être planté une graine. Et j'accepte de ne pas voir la fleur pousser, mais peut-être que dans 5, 10, 15, 20 ans, ça prendra. Et je pense qu'il y a vraiment une question de patience et de répétition. C'est-à-dire que on intègre comment, les enfants apprennent comment, de la répétition, tout le temps. Peut-être que j'étais la première personne à certains moments à proposer à quelqu'un qui vient me consulter en thérapie, à leur dire qu'une coopération était possible. Peut-être. Et peut-être que ça a fait super peur. Et peut-être que c'était pas le bon moment, et peut-être que aussi je m'y suis prise comme un pied. Je suis pas infaillible non plus. Mais je pense qu'il y a cette notion de patience aussi qui est nécessaire, et d'expérience, et qu'on peut avoir entendu un message. Je pense qu'on on a tous vécu un truc comme ça, où on nous balance un truc, bon, ça reste dans un coin de notre tête, puis ça prend sens parfois 20 ans, 30 ans plus tard, et que en fait peu importe, le temps c'est de pouvoir trouver sa voie à soi, et la question du consentement, effectivement, elle est nécessaire, mais elle peut prendre du temps à venir. Voilà.
Oui, je rebondis sur quelque chose qui est de mon deuxième invité, donc, qui est formateur en CNV, qui disait, mais des fois, en fait, on n'a pas envie d'aller dans ce terrain de coopération parce que c'est trop douloureux, ou pour plein de choses, pour plein de raisons, ça réveille des trucs, et il faut accepter que c'est ok et que c'est pas une injonction de plus. Ouais. Voilà, et ça, je tiens à le dire dans ce podcast, parce que c'est vrai que c'est joyeux, ça rend fier, la coopération, etc. Mais effectivement, la notion de consentement, pour moi, elle est importante. C'est qu'il y a des fois, on n'est pas prêt à coopérer, et c'est ok, et c'est peut-être pas pour maintenant, mais ce sera peut-être pour plus tard. Tu vois, ça me fait penser, excuse-moi, je rebondis là, à l'EHPAD, où tu vois, c'est une de nos problématiques majeures, des résidents, donc des personnes âgées, dépendantes, qui sont pas coopérantes et qui sont en refus de soins. Et du coup, voilà, nous les psychologues, on est souvent sollicités pour ce genre de questions. Pareil, on n'a pas de la baguette magique, mais ce qu'on peut être amené à penser, c'est que voilà, il y a une manière d'aborder. Comment est-ce que tu proposes la coopération dans le soin, dans la toilette du matin, ou dans ce genre de choses? Qu'est-ce que comprend l'autre aussi? Est-ce que la personne a toutes ses capacités cognitives et peut comprendre que là, on vient pour faire du soin et que c'est pas un ennemi qui arrive pour nous agresser? Enfin, ouais, il y a beaucoup de notions de cet ordre-là. Et moi, j'ai souvent encouragé à dire, ok, ça marche pas, passe le relais à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu feras autrement, peut-être que ton collègue fera autrement, etc. Reviens le lendemain, reviens à une heure différente. Et oui, on peut avoir affaire à des personnels soignants qui se découragent, parce qu'il y a de quoi de se décourager, hein, quand voilà, ça fait 3 mois qu'on essaie de faire la toilette à une personne et qu'elle refuse et qu'elle nous tape et qu'elle nous agresse, et je pense que ça rejoint un petit peu tout à l'heure, hein, la patience, l'ingéniosité aussi, ne pas se laisser voilà, mais voilà, ça demande beaucoup de coopération, même entre équipes. Et là aussi, hein, c'est encore un autre débat, mais faut pouvoir voilà, passer le relais. Mais voilà, ça me faisait penser à ça aussi, dans le monde des EHPAD. Bah oui, parce que effectivement, c'est toujours une rencontre, en fait. C'est-à-dire que entre comment la personne va présenter, le soignant va présenter la chose, et comment ça va être perçu et reçu par la personne en face. Peut-être qu'effectivement, une autre personne va présenter les choses différemment et va venir toucher quelque chose chez la personne en face. À un moment où l'autre personne, à un moment où la personne âgée sera peut-être aussi dans d'autres dispositions. C'est un alignement de planète. C'est ça, parfois. La coopération. Complètement. Exactement. Oui, complètement. Du coup, je vais terminer. Est-ce que toi, sur cette thématique de coopération, en tant que thérapeute, tu as peut-être un livre ou une source à recommander en lecture? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient spontanément là, ou un livre qui t'a particulièrement marqué sur ce sujet-là, sur le lien? Ce genre de questions, là, j'aurais pas de réponse. Je vais y penser dans ma voiture tout à l'heure. On peut le rajouter dans la description du podcast. Mais des bouquins qui changent des vies, je pense qu'il y en a tellement. C'est ça. Je sais que t'aimes bien Cyrulnik, alors. C'est un grand monsieur. Hein. Ouais, Boris Cyrulnik, effectivement, je pourrais que conseiller à lire, parce que c'est avec lui que j'ai compris les premières notions d'attachement. Et si la coopération est la résultante de notre manière de s'attacher aux gens, je pense qu'il peut être une bonne entrée. Et effectivement, j'orienterai peut-être toutes les personnes qui sont curieuses d'aller plus profondément dans le sujet, toutes les lectures autour des théories de l'attachement, qui dictent en fait nos relations depuis notre toute petite enfance, depuis qu'on est un tout petit bébé, au moment où on s'apprête à quitter cette vie. Donc, voilà. Et bien, donc on arrive à la conclusion. Je pose toujours 2 questions à mes invités. Je les invite à en choisir une à laquelle ils vont répondre. La première question, c'est avec quoi tu repars de notre conversation? Et la seconde, c'est quel prochain petit pas tu aimerais faire, toi, dans ta vie, dans les collectifs auxquels tu appartiens? Collectif, j'entends au sens large, famille, boulot. Quel prochain petit pas tu aimerais faire pour plus de coopération? Je vais prendre la première question, même si on pourrait commenter toutes les questions. Je pense que
tu apportes ton regard très tourné coopération dans l'entreprise. J'apporte mon regard coopération dans un milieu de soins. On a parlé de la petite enfance. On a parlé. En fait, ce avec quoi j'aimerais repartir, c'est vraiment l'idée que c'est des corps différents, mais toujours avec les mêmes mécanismes. Celui du lien, de l'attachement, de la coopération, et que souvent c'est qu'une question de lexique, mais il s'agit toujours de la manière d'être avec les autres, et la manière dont c'est satisfaisant ou pas. Voilà. Eh ben, belle conclusion. Merci à toi, Ariane. Merci à toi, Claire, de m'avoir donné la parole. À bientôt. À bientôt. Merci à mon invité pour son partage. Et merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un chouette moment en écoutant cet épisode et que cet échange vous a donné envie d'insuffler à votre tour davantage de coopération autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.